Avant de passer aux questions, donc vous avez vu, les Pyrénées ont un modèle de développement qui est un petit peu différent d'autres massifs. Je vais peut-être interroger Didier Bic. Didier Bic qui, lui, s'occupe de la station du Col de Porte. Pour ceux qui la connaissent, c'est pas très loin. C'est en Chartreuse. Didier, tu peux nous dire comment t'es venu l'envie de t'occuper de cette station, de la reprendre, de la développer, et comment tu vois l'évolution demain de cette station? Tout ça. Alors, on va peut-être pas tout dire d'un coup. Non, simplement, donc, petite station pour ceux qui la connaissent pas. Alors, elle est plus connue en Isère qu'en Savoie, parce qu'il y a un Grenoblois sur deux qui a dû apprendre à skier là-bas. Donc, c'est une toute petite station. Premier téléski en France qui a été construit en 1934 là-bas. Donc, c'était le premier engin qui permettait de remonter les pentes à ski en étant au sol. Les téléphériques existaient, mais téléski, ça n'existait pas. Et donc cette station, je vais la faire très courte, elle est à proximité de Grenoble, 20 minutes à peu près du centre-ville, et donc c'est vrai que c'est un peu le terrain de jeu des Grenoblois et des gens qui habitent dans le Grésivaudan, mais aussi dans la vallée qui va vers Lyon, puisqu'on peut l'atteindre facilement aussi depuis Saint-Égrève et Vorep. Et donc pourquoi j'ai repris cette station? Tout simplement parce qu'elle était arrêtée. Donc moi c'est une station que je connaissais bien à la fois parce que mes enfants y avaient appris à skier, mais aussi parce qu'il y a quelques petits sommets pour faire de la rando, et c'est des sommets qu'on arrive à faire très facilement quand on est un peu occupé. On monte faire Chamchaude, qui est le sommet le plus haut de Chartreuse, et c'est des petites courses qui permettent de se dégourdir les jambes en peu de temps. Donc cette station était arrêtée parce qu'elle n'a pas été entretenue, et je vous passe l'historique. Et donc je trouvais ça dommage. Donc les élus que je connaissais bien, parce qu'il se trouve que par ailleurs je leur vendais des petites machines rouges pour damer les pistes, notamment les pistes de ski de fond, parce que mon vrai métier c'est de vendre des engins de damage. Et du coup j'ai dit bon ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre cette station? Et là c'était la question qu'il fallait pas poser. Donc j'y suis allé. Un petit peu compliqué parce que administrativement une station en France, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, en France le ski est un service public. Donc quand vous skiez dans une station, vous n'êtes pas client, vous êtes usager, un petit peu comme à la RATP ou à la SNCF. Le ski est un service public et c'est les communes qui délèguent la gestion du domaine skiable à des sociétés privées ou à eux-mêmes. Donc voilà. Donc j'ai repris une délégation de service public qui était en cours. Et la préfecture avait arrêté les remontées mécaniques sur demande du service technique des remontées mécaniques, qui disait qu'elles n'étaient pas aux normes. Donc on a remis tout ça en état. C'était un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est un beau jardin d'enfants pour les gamins de Grenoble qui montent par tout temps. Surtout quand il pleut en bas et qu'il neige en haut, c'est plus sympa d'être sous la neige que sous la pluie. Voilà, donc on a repris cette station qui a à l'époque 5 téléskis. Moi j'ai changé un téléski pour y mettre un petit tapis pour gamins. Et l'objectif, c'est de faire évoluer cette station dans le cadre d'une espèce de transition 4 saisons. Elle est à 1326 mètres d'altitude, donc les 2 premiers hivers, on n'a pas commencé à Noël, on n'a pas eu de neige du tout à Noël, on était en t-shirt à élaguer les pistes au 28 décembre. Et la première année, quand on l'a reprise en 2015. 2 premières années, on a démarré la saison au 15 janvier, pour la finir à peu près 15 mars, 20 mars. Les saisons sont assez courtes. Bon, après, ça s'est un petit peu mieux passé. On a une autre mauvaise saison. En 6 ans, on a eu quand même 3 années où on n'a pas pu tourner à Noël. Et donc, l'objectif, c'est de faire évoluer. Donc, on a fait quelques petits changements sur le domaine. On a fait un petit snowpark parce que les gamins aiment bien les snowparks. Ils sont capables de tourner en boucle sur snowpark. Et en revanche, on a dans l'idée de supprimer 2 appareils sur 5 qui servent quasiment plus, enfin qui servent, alors les gens vont tous dire ils sont super bien, ça dessert une grande piste, il y a une grande piste qui est homologuée FIS, mais bon, qui ne sert plus à rien parce que c'est pas comme ça que les jeunes aiment bien venir en station, faire des grandes pistes plusieurs fois, c'est plus ça qui leur plaît, c'est avoir des petits modules, des petits snowparks, des choses comme ça. Et puis, on va essayer de changer un petit peu. On discute avec la mairie actuellement pour essayer de voir comment on pourrait transformer cet espace en un espace ski de rando, apprentissage, Arva Park et un petit peu plus d'initialisation à la montagne. Il y a beaucoup d'initiation, à la montagne. Il y a beaucoup de gens qui montent faire de la randonnée à
à Chamchaud, qui est vraiment la randonnée des débutants, mais avec des gens qui savent ni faire des conversions, ni mettre les pots, ni même équilibrer un sac à dos, ni rien du tout. Donc on a beaucoup à faire pour apprendre aux gens à connaître la montagne et à la pratiquer dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc c'est notre motivation. Ça demande un peu d'énergie parce que le plus difficile dans une station, c'est la partie administrative. On a plein de projets, mais faut se bagarrer en permanence. C'est dans la métro de Grenoble, c'est la seule station qui est dans la métro de Grenoble. Il y a la métro de Grenoble, il y a le parc de Chartreuse, il y a le Délégant qui est la commune de Sarsona, il y a l'ONF qui appartient à une partie des terrains. Donc voilà, quand on veut faire bouger les choses, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Voilà, très très schématiquement, l'idée de cette station, c'est de la faire évoluer vers un espace de jeu qui soit plus en lien avec les conditions météo actuelles, c'est-à-dire évidemment la raréfaction de la neige, ou en tout cas des années sans neige, où on aura toujours des années avec beaucoup de neige. Vous savez qu'à Grenoble, ils ont étudié un petit peu l'évolution climatique, a priori jusqu'en 2050, quel que soit notre comportement aujourd'hui, l'avenir est joué, c'est-à-dire que le GIEC a fait des courbes d'évolution climatique. Dans les stations, en tout cas en Isère, ils ont fait ça. Et jusqu'en 2050, la courbe est toute tracée, c'est-à-dire qu'on sait déjà à peu près comment ça va évoluer. En revanche, notre comportement maintenant va déterminer ce qui va se passer après 2050. Si on continue à se comporter sans faire trop attention à nos émissions de CO2, et comme on fait aujourd'hui, les courbes vont empirer, c'est-à-dire qu'on aura rapidement de moins d'années avec neige. Et puis si on bouge un peu, on voit que les courbes évoluent et elle a une tendance inverse de la courbe qui serait si on ne faisait rien. Donc du coup, on a quand même un petit rôle à jouer, mais jusqu'en 2050, c'est ce qu'on a émis déjà nous trace la voie pour 2050. Et en 2050, on voit qu'il y aura quand même moins d'années sans neige, plus d'années sans neige. Donc l'objectif, c'est également de rajouter un petit peu d'animation l'été, de la connaissance de la nature. On travaille avec l'ONF qui fait des parcours pour connaître la forêt, pour savoir comment on gère et comment on traite les forêts. On veut faire un petit peu de ludique parce qu'il y a beaucoup de gamins, donc une petite tyrolienne, un petit truc sympa pour les enfants. Voilà, il faut que ce soit un site nature proche de Grenoble pour éduquer les enfants. Voilà, c'est très, très schématiquement le projet. Didier, merci. On va peut-être alterner, on va peut-être repasser dans le massif des Pyrénées avec Franck. Franck qui est à la fois un acteur du film, un des réalisateurs. Le message que vous vouliez faire passer, Franck, à travers ce film ? Disons qu'aujourd'hui, on se rend compte que des films, il y en a, tous les riders font des films, c'est ce que demandent les marques, c'est ce que demande, cette surmédiatisation du ski, ça passe par beaucoup de films aujourd'hui. Et cette année en particulier, la majorité des films qu'on a pu voir au Hi-Five sur les différents festivals de films, ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires soit personnelles, mais beaucoup en rapport avec l'évolution du climat, de la montagne, de notre façon d'aborder la pratique en général. Et là, l'hiver dernier, on sait bien qu'il était un peu particulier. Moi, ça fait quelques années, ça fait une quinzaine d'années que je suis un peu dans les Alpes, mais là, je suis beaucoup resté chez moi, entre guillemets. Et il y avait ce projet initié par Julien Collonge, qui est un alpin, mais qui est dans les Pyrénées depuis une dizaine d'années. Et le but, c'était de se servir... Le ski, c'est une excuse pour parler du territoire, pour parler de la façon dont le ski s'est développé chez nous. Et c'est complètement différent de la façon dont ça s'est passé dans les Alpes. Et moi, je me souviens, quand on était jeune, on regardait avec les yeux qui brillent les Alpes, l'industrialisation massive du ski, des remontées, des pistes partout, des grands télésièges, des briables, tout ce que vous voulez. Et on était presque... on n'était pas lucide, on était dans notre vision du ski à outrance, et on n'était pas conscient de l'importance que tous les gens des vallées qui se battaient pour préserver un petit peu tous leurs acquis, en fait, ils ont eu raison de toutes les peut-être perspectives d'industrialisation du ski dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, c'est ce que les autres nous envient. Cet équilibre préservé, ce pastoralisme qui a gardé une importance majeure, un équilibre, comme dit Julien, entre à la fois la continuité qu'il y a pu y avoir dans
ce pastoralisme-là, mais aussi tous les métiers d'artisanat qui n'ont pas disparu. La vallée d'Ossau en particulier, il y a 65 bergers, rien que sur le Haut-Ossau. Attention, Haut-Ossau, Bas-Ossau, on n'y est pas là, mais il y a quand même des clivages. Mais il y a toujours de petites productions, beaucoup d'artisanat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, en rapport avec la façon dont tout a évolué, peut-être que le modèle de développement, c'était celui-là qu'il fallait privilégier. Et il a été presque privilégié par dépit, parce que à la fois le relief, à la fois la configuration géographique. Les Alpes, c'est le carrefour de l'Europe. Nous, c'est le carrefour entre la France et l'Espagne. Enfin, c'est à la limite, juste. Donc, déjà, entre la France et l'Espagne, il y a de quoi faire. Mais voilà, c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer vers les Pyrénées, et il y a moins de capacité d'accueil de toute façon en termes d'hébergement. Il n'y a rien qui a été fait pour. Donc voilà, et on se rend compte que en regardant un petit peu tous les schémas de développement, et notamment ceux qui ont été les plus industrialisés, que tous les tenants de ces développements, ils essayent de revenir en arrière, de trouver des solutions de repeupler ou redensifier l'activité et dans les vallées, et pas seulement celle qui est liée au ski et à son industrie. Merci Franck. On va revenir dans le massif des Alpes avec Champs-Rousses, avec Sophie, qui alors on me souffle qu'elle est béarnaise aussi, Sophie, mais alors elle va nous parler quand même plutôt de Champs-Rousses et de la vision que la mairie de Champs-Rousses, qui est votre employeur, a du développement de la station de Champs-Rousses, et comment elle voit ce développement dans les années à venir et jusqu'en 2050. On va se mettre une barre en 2050. Alors bonsoir. Oui, du coup, Pyrénéal à la base est adopté par les Alpes depuis 5 ans. Donc moi j'ai un cursus un petit peu particulier, j'ai fait des études en environnement, et quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai décidé de postuler donc à Champs-Rousses, qui était une station donc labellisée Flocon Vert, dont peut-être la personne qui représente Mountain Rider vous parlera du label un petit peu plus tard. Et qui avait en fait l'idée de, comme beaucoup de stations à l'heure actuelle, de transformer son activité pour pouvoir répondre au changement climatique et aussi au changement de comportement des gens qui viennent en montagne, puisqu'on ne fait plus du tout ski. Même une personne qui vient en hiver ne skie pas toute la journée. Donc on a vraiment à faire un changement de pratique en station, que ça soit sur Beldon ou dans la Chartreuse. Et c'est vrai qu'à Champs-Rousses, comme au Col de Porte, on est à proximité du bassin grenoblois, ce qui est certes un avantage pour tout ce qui est sorti à la journée, mais ce qui est un désavantage, puisqu'en fait on a un bassin de population tellement énorme, contrairement peut-être à certaines stations aussi pyrénéennes, qui fait qu'on a énormément de monde qui vient en montagne, que ça soit en saison de ski, mais aussi en fait en intersaison et en saison d'été. Donc la station souhaitait en fait se rediversifier et travailler sur les modèles 4 saisons, ou au moins sur du modèle 2 saisons, pour pouvoir faire vivre à l'année en fait ses habitants, puisqu'on est, ils sont à peu près entre 400 et 500 habitants à l'année. Par contre, on explose, on monte facilement à 10 000 voire plus de personnes qui logent sur la station en hiver. Donc ça demande aussi une gestion de l'espace et du territoire qui est totalement différente que la gestion d'un village classique qui peut être en moyenne montagne, mais où la population ne va pas varier comme ça d'une saison à l'autre. Donc suite à ça, les élus se sont lancés donc, dans la labellisation Flocon Vert, qui est en fait un outil qui permet à la station de développer des actions en environnement et en développement durable, et qui est un peu une carotte et un bâton, puisqu'on est obligé d'avoir un suivi sur toutes ces actions, et d'avoir aussi une démarche en fait évolutive qui nous permet d'avancer et de progresser, quelle que soit en fait la thématique. On travaille aussi beaucoup sur le social. On parlait donc dans les Pyrénées de tout ce qui est artisanat, berger, etc. C'est vrai que la problématique sur Champs-Rousses et sûrement sur d'autres stations, c'est comment faire vivre le travail saisonnier, puisqu'on a des gens en fait, qui viennent passer la saison d'hiver pour travailler aux remontées mécaniques, mais qu'en est-il de l'intersaison ou de la saison d'été ? Donc il y a la pérennisation en fait, de ces vies en montagne qui se jouent.
Et il faut trouver maintenant un nouveau modèle donc, pour proposer à ces personnes en fait, du travail l'été et pourquoi pas un nouveau modèle d'emploi avec un multi-employeur et trouver des entreprises qui soient intéressées en, fait, en intersaison pour accueillir ces personnes. Donc il y a tout ce volet-là que la station développe. Et en plus, la commune a sur son territoire différents zonages environnementaux. Donc je ne sais pas si dans la salle, il y a certains étudiants en environnement. Mais il y a du zonage Natura 2000 et des espaces naturels sensibles, qui sont des outils donc, européens et départementaux qui aident à financer des plans de gestion avec énormément d'actions en environnement, notamment la préservation d'espèces et de milieux. Et on a aussi des actions de sensibilisation pour travailler justement avec un nouveau public qui vient relativement souvent en fait l'été, notamment avec la cuvette grenobloise et l'augmentation des températures dans les vallées, qu'elles soient pyrénéennes ou alpines, qui fait que les gens en fait essayent de trouver maintenant refuge avec des températures un petit peu plus basses en montagne et qui n'ont pas forcément les codes, que ce soit pour la gestion des déchets, que ce soit pour la randonnée, juste la sécurité et des choses qui nous paraissent à nous et sûrement à vous aussi, vu que vous êtes là ce soir classique. En fait, ces gens-là n'ont pas du tout cette connaissance-là et c'est un vrai enjeu de pouvoir travailler sur ces thématiques et de pouvoir leur apporter en fait l'information. Puisque dans les années à venir, on va sûrement avoir en fait de plus en plus de monde. Donc, comment accueillir ces personnes et leur faire prendre conscience donc, de l'impact qu'on peut avoir. Merci Sophie. On va donc alterner de nouveau et on va repasser dans les Pyrénées avec Didier. Didier, il s'occupe depuis 27 ans du pastoralisme, de différentes choses dans le Béarn. Alors je prends celui-ci, ça va bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme on s'adresse à des jeunes, un public jeune, si j'ai bien compris, j'ai gardé le béret parce que ça me permet de vous voir, sinon je ne vous vois pas. Et je suis gêné quand je ne vois pas à qui je parle. Voilà, bon, moi je suis natif d'un petit village qui était une station de ski qui a été créée dans les années 60. Un peu avec quelques années de différence, comme Franck. Et donc je suis né avec des skis aux pieds, quoi, grosso modo. Et à un moment, je me suis dit, tiens, il y a des bergers, j'ai envie d'aller voir ce qu'ils font dans la montagne. Alors j'y suis allé, et j'ai fait un stage. Il a été un peu écourté. Je trouvais qu'ils étaient quand même plus durs que les autres à vivre. Donc bon, on ne s'est pas complètement entendu. Et puis au bout d'un moment, dans mes études, je me suis dit, tiens, moi j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'aime le ski, j'aime la nature, j'aime la montagne, etc. Et donc, du coup, vous avez compris, je me suis dit, s'il y en a bien qu'il faut aider, c'est les bergers. Parce que les bergers, on les fait vivre sous des pierres, sous des situations qui sont... Allez, on a encore des bergers aujourd'hui pour lesquels, si vous mettiez des cochons dans cette situation-là, vous seriez accusé de mauvais traitement animal. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors... Dans mon cursus, qui est fait de rencontres, etc., en voulant aider les bergers et les éleveurs, à un moment, on s'est retrouvés dans des situations conflictuelles. On ne comprenait pas pourquoi. On était tous intéressés par la montagne, on l'aimait tous à tel point d'avoir choisi d'y vivre, ce qui n'est pas toujours simple. Et pourquoi on n'arrivait pas à s'entendre ? Pourquoi les uns voulaient une nature comme ci, les autres voulaient un berger comme ça, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte un petit peu que, en fait, tout cela venait que on veut peut-être imposer aux autres sa vision et on ne parle pas suffisamment, on n'échange pas suffisamment. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, entre les uns qui pensaient comme ci, les autres qui pensaient comme ça, on a dit stop. On arrête la cacophonie et essayons de voir si on est capable de se mettre autour d'une table et de discuter ensemble et de promouvoir notre territoire dans sa complexité, dans sa diversité et surtout dans sa beauté. Et au lieu de le faire sous une forme réglementaire, si nous le faisions par amour de notre territoire, tout simplement, si nous faisions les choses par amour et non par contrainte.
c'est ça la philosophie de l'organisation complexe. Si je vous parlais d'administratif, syndicat mixte, des élus, tout ça, ça vous bassinerait. Moi, je préfère qu'on parle de la force centrale qui a animé tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit, et alors c'est là que je me suis rendu compte, et je suis très heureux de venir. Alors, je viens à Chambéry depuis quelques années. Monique et Franck me connaissent bien, parce qu'on est membres de Montadéa, mais je ne connais pas bien les Alpes. Et je m'aperçois qu'on a plein de choses à faire ensemble. Mais si je reste dans les Pyrénées, comme ça j'éviterai de me fâcher avec qui que ce soit, on a fini par se rendre compte que dans certains coins des Pyrénées, on avait fait du tout-tourisme. Et on avait laissé crever les bergers. On avait dit la forêt, l'exploitation forestière, bon, ça sert à quoi? Maintenant, on construit avec Ikea. Et on a besoin des arbres de nos forêts, de sapins des Pyrénées, quoi. C'est pas la peine. Donc, du coup, le tout-tourisme a fini par envahir tout et on a fini par avoir des territoires complètement artificialisés. Et entre deux périodes de vacances ou d'activités de ski, il n'y a plus personne. Il y a ceux qui ont dit les touristes, restez chez vous. Chez nous, c'est arrivé dans des coins des Pyrénées. Et là, on s'est rendu compte qu'ils ont disparu parce qu'on ne vit pas seulement en nourrissant quelques bêtes d'un troupeau et en vendant quelques fromages. On n'y arrive pas. Et puis nous, chemin faisant, sans s'en rendre compte, en faisant de la prose comme M. Jourdain, sans s'en rendre compte, on a monté ce qu'a dit Franck tout à l'heure, une espèce de truc à peu près équilibré, qui fait qu'on peut faire du tourisme avec du bon accueil. On n'est pas aussi doués que vous, les Alpins, pour faire de l'accueil. La qualité de nos accueils sont parfois un peu plus rudimentaires. Mais c'est pas grave. Et par contre, notre agriculture, notre pastoralisme, nos exploitations forestières sont très présents. On est dans des milieux où ces activités ne sont plus traditionnelles, comme on disait autrefois. Vous savez, le mot traditionnel, un peu comme le béret. Qui c'est ce vieux avec son béret là? Non, c'est tout simplement une activité beaucoup plus moderne. Et tout ça, ça peut cohabiter. Il y a une condition à tout ça, c'est qu'on donne la parole à tout le monde et qu'on fasse ensemble. Et par amour. Voilà le message que j'ai envie de passer, parce que ça pourra faire débat tout à l'heure. Merci Didier. Enak, on parlera ce soir de rancho, mais toi qui as beaucoup bourlingué dans tous les massifs, quelle est ta vision de la montagne pour demain? Comment tu vois son développement? Tu connais les Alpes, tu connais les Pyrénées. Comment tu vois ça demain? Alors moi déjà tu me prends à froid, parce que je savais même pas de quoi on allait discuter. Non, quand j'écoute un petit peu tout, le seul truc qui me fait rigoler, c'est on vient de parler de par exemple de l'accueil plus ou moins rudimentaire des Pyrénées. Ben moi, en comparant ça avec les Alpins qui seraient soi-disant mieux, je pense que l'accueil alpin est bien plus rudimentaire que ce qu'on pense, car chez nous on parle d'argent et chez eux ils parlent d'or blanc. Voilà. Ça c'est la différence entre, pour moi, les Alpins et les Pyrénées. Et c'est vrai que je suis allé plusieurs fois dans les Pyrénées et c'est vrai que oui, on est dans une montagne sauvage, on est dans une montagne préservée. Moi je connaissais pas tout ça avant de découvrir le film de Franck que je connais depuis un moment maintenant. Tout ce qui avait été mis en place. Et oui, chez nous c'est beaucoup plus... Il y a une industrie, il y a énormément de remontées mécaniques, mais après ça aussi, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses aussi. Donc en fait, je pense que les deux sont plus ou moins bons, mais on peut aussi chez nous enlever des remontées mécaniques pour en mettre qu'un seul qui sera plus efficace. Ça peut marcher aussi, je pense. Merci Enak. Juliette qui représente Mountain Riders, qui d'ailleurs fêtera ses 20 ans ici même vendredi. Mountain Riders, quelle est sa vocation et quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui? Donc certains nous connaissent déjà parce qu'on intervient on accompagne le changement de comportement, donc on en a parlé tout à l'heure, auprès de 3 publics, on va dire,
particulier. Les jeunes, comme vous, enfin comme nous qui sommes là, on intervient dans les facultés de Chambéry, mais aussi de Grenoble. Et puis on accompagne les territoires. Donc on parlait de la démarche Flocon Vert tout à l'heure, une démarche donc d'amélioration continue où le dialogue, tu parlais de bien communiquer entre nous, est primordial. On invite à la fois la municipalité, l'office du tourisme et les remontées mécaniques à se mettre autour de la table pour discuter autour du développement du territoire. On va donc sur plusieurs territoires en montagne dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Et enfin, la troisième cible qui rejoint les deux précédentes, ce sont les pratiquants de montagne, les pratiquantes. On porte un défi, le ZIC, Zero Impact Challenge, qui est à destination donc, de nous tous pour modifier nos comportements, que ce soit en termes de mobilité, d'achat, également d'alimentation, toutes des thématiques en fait, qui se regroupent autour de la montagne. Voilà. Et du coup, oui, en fait, nos 20 ans, la deuxième partie de nos 20 ans, ce vendredi, ici même, au Manège, avec des tables rondes, des ateliers. Ça sera l'occasion de présenter l'appel du 18 juin pour nos montagnes, qu'on a commencé à co-construire à Bourg-Saint-Maurice au mois de juin dernier. Donc voilà, une restitution un peu de tous les échanges qui ont eu lieu sur notre vision de la montagne de demain. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, alors maintenant on va surtout donner la parole. Vous donner la parole et vous demander soit de réagir aux propos qui ont été tenus, soit de nous dire comment vous voyez cette montagne demain, comment vous voulez y vivre, comment vous voulez y travailler, comment vous voulez y pratiquer vos loisirs. Alors la première question est toujours la plus difficile, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Alors on va commencer par la deuxième, on me souffle. Un métier rêvé. Personne... Voilà. Ça marche ou pas? Si. Ouais, ok. Non, j'étais vraiment intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Quand on demande aux jeunes, on va dire, leur avis. Et je trouve ça un peu dommage que, justement, peut-être pour avoir l'avis des jeunes, ça aurait été plus simple s'ils avaient été là-bas en face, quoi, je pense. Donc, ça facilite pas finalement la participation, on va dire, des jeunes d'être ici dans la salle, parce qu'on est beaucoup. On a moins peut-être le rôle de celui qui va donner son avis, prendre la parole. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Après, moi j'étais étudiant au centre de formation des métiers de la montagne qui est à Thônes, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ouais, je pense qu'il y a une vraie question qui doit se poser par rapport à l'évolution des formations sur quels vont être, on va dire, les métiers de demain en montagne avec tous les centres de formation comme ceux-là. Et puis je suis vraiment curieux justement d'entendre les jeunes parce que je suis venu là pour ça. Donc si quelqu'un veut prendre la parole après moi, n'hésitez pas. Tu te considères pas comme jeune? Est-ce que tu peux donner ton point de vue aussi? L'idée, c'était pas... Est-ce que je me considère comme jeune? C'est une grande question. Oui, si, je me considère comme jeune. Mon point de vue, je pense vraiment que le Covid a quand même changé beaucoup a fait prendre conscience pas mal de choses par rapport à la montagne. Après, moi, je suis né à Chambéry, je suis pratiquant de montagne depuis des années. Et j'ai voulu pratiquer la montagne avec des personnes cet hiver qui n'avaient pas les mêmes, on va dire, compétences que moi en montagne. Et je me suis rendu compte qu'aller faire du ski de rando avec des personnes qui savaient skier sur des pistes de ski alpin, c'était pas si simple que ça, quoi. Et moi, j'avais envie de partager la montagne avec eux. Mais en fait, je pense que voilà, il y a vraiment deux types de publics. Et les films là qu'on vient de voir, en fait, c'est vraiment des personnes qui sont des experts, on va dire, de la montagne et qui peuvent profiter de ça, en fait, je pense, par rapport à leurs compétences. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les Alpes en particulier, le ski alpin, les stations de ski, elles sont faites en particulier aussi pour les touristes qui viennent skier, on va dire, facilement, parce que c'est beaucoup plus facile de skier en montagne avec des pistes damées que sur des pistes
Tu voudrais une montagne plus où les populations puissent plus se croiser. Enfin, quand je dis population, c'est débutants et érudits entre guillemets. Ouais, peut-être. Enfin, ouais, pourquoi pas. Peut-être dire juste un mot. C'est-à-dire qu'effectivement, donc, vous parlez des métiers futurs. Bon, déjà, pour qu'il y ait des métiers, il faut effectivement qu'il y ait de l'emploi en montagne et qu'il y ait aujourd'hui des employeurs. Donc, pour qu'il y ait des employeurs, aujourd'hui, l'employeur principal en montagne sont les remontées mécaniques. Donc, ce qui a été dit ici globalement, c'est qu'effectivement, il faut apprendre à cohabiter ensemble, puisqu'en fait, les stations, si demain on arrêtait les stations, on reviendrait 60 ans ou 80 ans en arrière, quand toutes les populations qui habitaient en montagne se retrouvaient dans les vallées. Et pour donner de l'emploi dans les vallées, eh bien, ce qu'il y avait, c'était de l'industrie hydroélectrique, enfin, tous ces beaux bâtiments qu'on a en Tarentaise, par exemple, qui sont désaffectés pour la plupart. Donc c'était ça qui permettait aux gens de rester en montagne et dans les vallées de montagne. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une industrie qui a certainement fait quelques excès, on va tous le reconnaître, mais qui est indispensable aujourd'hui pour que les gens puissent rester en montagne et sur les territoires de montagne. Donc aujourd'hui, le moteur économique, c'est le ski, le tourisme et l'accueil, du coup, puisque c'est le ski, mais ça se tourne évidemment vers l'été. Donc je crois que tous les métiers d'accueil sont aujourd'hui des métiers qui sont dans nos territoires de montagne, qu'on le vend en poupe, c'est-à-dire l'accueil, l'accompagnement, pour que ce soit pour faire des balades en montagne, pour le ski de piste bien évidemment aussi, mais pour un tas d'activités en montagne, y compris ce que je disais tout à l'heure, je parlais du forestier, mais ça peut être au col de Porte, on a un alpagiste avec qui on partage, qui est indispensable pour nous, parce que c'est grâce aux vaches qu'il met sur les pistes qu'on utilise l'hiver que j'ai pas à passer le rotophile ou je sais pas trop quoi, ou le tracteur, pour que mes pistes, elles sont impeccables. Il met les vaches entre le 15 mai et le 15 octobre. Au 15 octobre, moi je récupère, il faut un petit peu que j'enlève les fins de piste des téléskis, parce que les vaches, elles confondent un peu l'herbe, les fils électriques, les fins de piste, elles adorent tout ça. Donc il faut que je planque un peu tout ça avant de leur laisser le passage. Mais on arrive très bien à cohabiter. Et du coup, il y a une petite ferme là-haut que les gens vont visiter et qu'ils adorent visiter. Donc tout ça fait partie d'un ensemble qui est interconnecté. Et les uns se mélangent avec les autres. Il faut qu'ils apprennent à tous travailler ensemble. Voilà, il y a donc un modèle économique. Et aujourd'hui, c'est le ski qui le tire, sachant que la plupart des stations ont quand même pris conscience de ça depuis une dizaine d'années et sont en train d'évoluer vers déjà plus de respect par rapport à l'environnement et également une plus grande durabilité. On parlait des métiers de rester toute toute l'année en montagne. C'est vrai que les saisonniers aujourd'hui restent principalement l'hiver, mais l'objectif c'est d'arriver à stabiliser un petit peu la population en montagne. Voilà. Donc tous ces métiers-là sont des métiers qui ont encore de l'avenir, en tout cas en montagne. Merci Didier. Je crois qu'il faut aussi dire qu'au-delà des stations, on a de multiples villages dans nos montagnes et que ces villages, ils ont besoin d'être peuplés, ils ont besoin de vivre. On a eu une forte exode, en tout cas dans les Alpes, avec des gens qui allaient travailler à Paris, soit de manière saisonnière, soit à plein temps. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler dans les Alpes, ou dans d'autres massifs, dans les Pyrénées, dans le massif central. On a la possibilité d'y vivre sans doute mieux que dans les grandes villes. Je pense qu'il faut en profiter pleinement. La plupart d'entre vous faites des études en relation avec le monde de la montagne, donc j'imagine que vous voulez y vivre. Non, personne ne souhaite y vivre. Et c'est vous qui... On n'était pas là pour un échange à la base. On a besoin que vous ayez... Enfin, a priori, moi, sur la première intervention que tu as faite, j'ai pas trop compris quelle était véritablement ton interrogation, si tu en avais, ou ce que tu avais envie de savoir, mais a priori, si on est là, c'est pour qu'on échange. On a besoin de vous. Je vais essayer d'échanger. J'ai été super... Je suis par là, juste... on parle des nouveaux métiers un peu de la montagne, tout ça. J'ai trouvé super intéressant la première intervention aussi sur le fait qu'on va pouvoir beaucoup passer par la pédagogie au final avec les jeunes, même un peu partir de la base au final avec les jeunes,
pourquoi pas aussi, avec les investissements qui sont faits, on a vu que le plan de relance qui a été annoncé par le Premier ministre, avec beaucoup d'argent au final sur le tourisme, sur la relance, pourrait peut-être être, on va dire, alloué à la pédagogie de base au final pour les enfants, avec un réel plan, peut-être en collaboration avec l'éducation nationale, je ne sais pas. Vraiment, en gros, pour que chaque station, on va dire en France, on a tous un massif montagneux assez proche, sauf les Champs du Nord au final. Mais en fait, que chaque station puisse proposer déjà un développement par rapport au centre de loisirs, à des choses très éducatives pour les enfants, pour, on va dire, reconnecter les gens du côté urbain, qu'on est très urbanisé, en fait, reconnecter au final avec la montagne, la nature. Et ça peut passer par des investissements, comme vous avez parlé dans votre station en Chartreuse. Et si chaque station, on va dire, a ça en tête, au final, développe un peu ce côté, pourquoi pas, ça crée vraiment de l'emploi, au final, des gens qui accompagnent les jeunes, qui apprennent, des choses comme ça pourrait être intéressant aussi de le développer à plus grande échelle, au final, que chaque station ait vraiment ça en tête quand il participe au développement. Alors, pour répondre un tout petit peu, ça existe un petit peu déjà dans certaines stations. Il y a notamment, en fait, nous, à Champs-Rousses, on accueille aussi beaucoup, que ce soit des étudiants ou des lycéens, mais souvent, ça vient d'une volonté du professeur ou de l'accompagnateur, en fait, qui vient nous solliciter. C'est difficile encore pour l'instant d'avoir un vrai programme au niveau de l'éducation nationale, mais je pense que c'est vraiment déjà quelque chose que les politiques demandent et qui devrait, j'espère, se développer dans les prochaines années. C'est vrai que c'est aussi un rôle de Mountain Rider d'aller de plus en plus vers un public plus jeune que vous, plutôt vers tout ce qui est école primaire aussi. Et après, nous, on développe aussi maintenant, et je pense que ça se fait de plus en plus dans les massifs, alors surtout côté alpin, côté pyrénéen, je ne sais pas, mais il y a de plus en plus de gardes verts, c'est-à-dire des postes, alors pour l'instant on est toujours sur du saisonnier, mais qui l'été en fait sont sur des sites assez sensibles. Nous, je prends l'exemple du lac Achard, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, mais qui est très 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 fréquenté l'été. Là, pour vous donner un chiffre, alors peut-être que ça ne vous parlera pas, mais en 3 mois, on a eu plus de 55 000 personnes qui sont passées. C'est un site où il faut quand même 40 minutes de marche pour y aller, il n'y a pas de parking à proximité, donc c'est quand même en montagne, c'est pas aménagé. Et on a une personne en fait qui est les 3 mois d'été, donc on va dire du 15 juin jusqu'au 15 septembre, sur place pour faire de la pédagogie, alors que ça soit sur des temps dédiés ou alors juste pour aller à la rencontre du public. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que on a travaillé avec, peut-être que certains connaissent le SNU, Service National Universel, qui a été monté donc, par l'État et du coup qui est déployé dans chaque département de France. Et du coup, on a une petite vidéo où on a questionné justement cette thématique de comment vivre en montagne, quel métier, comment on envisage la montagne plus tard. Du coup, peut-être qu'on peut la visionner ou... Oui, on peut tout à fait la projeter si la régie nous entend. C'est bon. Ce qui m'inciterait à venir en montagne, c'est les paysages, parce que c'est vraiment beau la montagne, j'aime beaucoup. Le fait d'être un peu, que ce soit calme, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, le bruit de la ville, tout ça, moi j'aime pas trop. On se sent bien quand on est dans la montagne. Comparé en ville, vraiment, on a le bruit des voitures, aussi on a la pollution. Mes parents, c'est loin de la ville, du coup c'est un peu niveau transport pour se promener, quoi, c'est plus compliqué. Pour moi, ce qui a impacté la montagne et les métiers de la montagne, c'est le réchauffement climatique, parce que à cause du réchauffement, il y a par exemple les pistes de ski, il y a moins de neige, du coup on a dû faire des canons à neige. Donc chaque thématique correspond à une empreinte. Donc là on est sur préservation de l'environnement, là on arrive bâti montagne. Pour moi, les métiers de la montagne en 2050, ce sera l'évolution déjà des métiers. Il va y avoir une grande évolution au niveau de tous les métiers. Moi, j'avais proposé un métier qui pouvait être, par exemple, architecte de maisons intelligentes.
Parce que par exemple à la montagne, il n'y a pas trop de technologie, etc. Et justement, je trouve que déporter la technologie à la montagne, ça pourrait être sympa aussi. Pour moi, les métiers en 2050 de la montagne, ça sera plus des métiers technologiques, genre avec une avancée, ou même vu qu'il y aura le réchauffement climatique, du coup toutes les saisons seront à peu près les mêmes. Et du coup, il y aura le sport de 4 saisons. Du coup, par exemple, le VTT l'hiver ou l'été, on pourrait faire toute l'année. Pour moi, il y aurait plus de géologues, comme avec les nouvelles technologies, ça avance, pour mieux anticiper tout ce qui est des catastrophes naturelles, les tremblements de terre qui ont engendré des éboulements, pour la sécurité aussi. Alors, travailler, je sais pas, mais en tout cas, habiter en montagne, moi, ça me plairait beaucoup. Après, il y a des métiers, par exemple, qu'aujourd'hui, on a vu le métier, par exemple, de conseiller de séjour dans la montagne. Franchement, je pense faire des recherches dessus parce que ça m'intéresse. Je crois qu'on a une intervention dans la salle. Ouais, bonjour à tous. Moi, je voulais rebondir par rapport au côté éducation, l'environnement, parce que sur tout ce qui est scolaire avec les primaires et tout ce qui est école maternelle et primaire, maintenant il y a beaucoup de réseaux qui se mettent en place sur l'école du dehors par exemple, avec les animateurs nature, avec les accompagnateurs en montagne, et ça peut, moi là où je vis en Auvergne, du coup ça va être en montagne, mais ça peut être n'importe où en France, et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour recréer un lien entre la nature et du coup un public scolaire, donc sur les enfants. Mais je pense que c'est vraiment dans une dynamique qui est actuelle et qui se met de plus en plus en place. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail là-dedans et ça peut être pour moi un des plus gros moteurs pour changer la vision qu'on a de la montagne et la faire évoluer dans le bon sens pour, je dirais, allier les pratiques un peu sportives de montagne comme le ski. Je pense qu'on a quand même beaucoup de skieurs dans la salle et on voit tous de plus en plus qu'il y a de moins en moins de neige. Et je pense que si on commence depuis le plus jeune âge à éduquer les enfants à l'environnement sur qu'est-ce que c'est la forêt, comment ça fonctionne, ou même les alpages ou les estives, etc., et lié entre le pastoralisme, lié les sports en montagne, les stations avec les agriculteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est vraiment un domaine d'emploi d'avenir, sur des métiers d'avenir qui peut être intéressant. Vous êtes combien dans la salle à vouloir être, ou au moins à vouloir passer le diplôme d'accompagnateur moyenne montagne ou voire de guide? Juste lever la main. Ouais, donc il y a quand même quelques personnes. Et pour être moniteur de ski, ouais, c'est qui? Et tout ce qui levait la main. Et combien de bergers? Ah oui, combien de bergers? Oui, une main. J'ai vu une main. Ouais, j'ai vu une main au fond aussi. C'est vrai? Non, mais relève la main s'il te plaît, si c'est vrai. Oui, non, mais il faut pas. Non, mais c'est pas une honte d'être berger. Alors, ce que Didier ne dit pas, c'est que dans les Pyrénées, aujourd'hui, il y a plus de bergères qui s'installent que de bergers. Et ce qu'ils appellent les cabanes, ça a été adapté pour accueillir les familles. Ils ont fait un gros effort pour que les mamans puissent être en alpage, alors c'est en estive, dans les Pyrénées, avec leur famille. Et est-ce qu'il y a des futurs gardiens de refuge pour certaines saisons ? Et agriculteurs ? Moi je pense, pour revenir par rapport à la vidéo, sur les métiers notamment, je pense qu'on peut garder les métiers qu'on a aujourd'hui, moniteur de ski, guide, accompagnateur, mais juste les faire évoluer. Je sais pas trop comment, mais les faire changer un peu, et même dans les écoles, genre l'ENSA ou comme ça, avoir une côté où on va plus apprendre le changement climatique dans notre métier pour le transmettre aux clients futurs. On travaille, ça me fait penser quand tu parles de ça, on travaille du coup avec le NSM, donc l'ENSA et le CNSM, je vais y arriver, pour justement intégrer des modules, mais au-delà même d'intégrer des modules, de modifier l'impact global, on va dire, des écoles, des deux écoles, que ce soit l'ENSA ou moyenne montagne et ski nordique.
Donc oui, c'est en cours. Ça prend du temps, mais en tout cas, c'est en cours. Et je te rejoins sur le fait que parsemer comme ça petit à petit, ça fait changer les mentalités. Alors, avant qu'il y ait une question suivante ou une intervention suivante, elle est devant. Il est important aussi de souligner que le Covid a permis de découvrir qu'on pouvait vivre à la montagne, faire du télétravail, se rendre dans les agglomérations quelques jours par semaine ou par mois, et ça ouvre une nouvelle possibilité pour vivre à la montagne. Moi, du coup, j'aurais juste voulu réagir sur le fait qu'on entend souvent l'adaptation des stations au niveau des 4 saisons, qu'il faut s'adapter à ce réchauffement climatique. Mais comme on a dit, au-delà de 2050, on ne sait pas prévoir, parce que tout simplement, ça dépend de nos comportements actuels. Et on parle beaucoup d'adaptation, du coup, à ce réchauffement, mais on ne parle pas beaucoup de réelles actions qui se passent en ce moment dans les stations pour lutter contre ce réchauffement. Parce que s'adapter, c'est bien. Mais si on peut limiter l'adaptation en luttant, et ben, ça pourrait être encore mieux. Du coup, la question, c'est, par exemple, je sais pas, sur le col de Porte précisément, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou en tout cas réduire son impact, parce que au-delà de 2050, on ne sait pas prévoir, donc tout est encore à faire du coup. Alors moi, je vais juste faire une toute petite intervention par rapport à Champs-Rousse. Nous, petit à petit, on fait des petites actions qui nous aident, avec notamment le flocon vert, à nous pousser vers justement des choses, que ce soit en économie d'énergie, en gestion de plans de damage, en formation des chauffeurs justement par rapport aux dameuses pour économiser le carburant, etc. En plan neige aussi, puisqu'en fait maintenant, quand il y a l'utilisation des canons, c'est vraiment sur des fenêtres de température et de conditions climatiques très précises. Donc malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, c'est des toutes petites actions qui ne se voient pas forcément, mais sur lesquelles, en fait, maintenant, je pense que la majorité des stations travaillent et s'investissent. Après, le problème, c'est que, certes, je suppose que pour faire quelque chose de vraiment efficace, il faudrait sûrement arrêter le ski. Mais à l'heure actuelle, en fait, le ski étant le seul apport financier pour faire vivre les territoires et à la limite pour déclencher aussi cette transition vers des actions beaucoup plus concrètes, notamment avec une activité l'été potentiellement beaucoup moins impactante, on a encore besoin en fait de cette activité-là. Après, c'est sûr que pour l'instant, on fait ce qu'on peut, mais on essaye d'aller vraiment dans la bonne direction. Donc après, je vais laisser la parole au col de Porte. Oui, alors je vais prendre deux casquettes, la casquette du col de Porte dans un premier temps, et puis ensuite peut-être la casquette, je préside l'association des fournisseurs des équipements de montagne, c'est-à-dire tous ceux qui regroupent les fabricants de remontées mécaniques, les systèmes d'enneigement, les dameuses bien évidemment, puisque je dirige une société qui fait des dameuses. Alors col de Porte, le col de Porte est d'une manière générale les stations. C'est-à-dire que les stations aujourd'hui sont assez propres. C'est-à-dire qu'en fait, on dit le réchauffement climatique en station, effectivement, il y a de la pollution, mais les domaines skiables, si on se limite aux domaines skiables, émettent moins de 2% des émissions de carbone qui se déroulent en station. Premier émetteur, l'automobile, quand il monte en station. Ça, c'est les véhicules. Alors évidemment, on les montre du doigt, mais je fais souvent la remarque en disant, j'en entends pas parler quand on nous explique qu'il y a les vacances du mois de juillet, que tout le monde roule vers Saint-Tropez, etc. C'est exactement le même problème. Parce que personne ne montre du doigt Saint-Tropez en disant, mais vous êtes pollueur. Pareil que la montagne, c'est-à-dire que le premier polluant, c'est l'automobile quand il monte. Le deuxième émetteur de CO2 en station, et là le plan montagne, le plan avenir montagne qui a été proposé par le gouvernement, essaye d'y remédier, c'est les passoires thermiques des immeubles de montagne. Donc ce sont le deuxième émetteur de CO2. Donc à eux deux, ils font 98%. Les domaines skiables, eux, sont très propres. Et alors, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on a un peu l'impression de dire, mais le ski, il pollue. Non, c'est pas le ski qui pollue. Par contre, les effets du réchauffement climatique se font beaucoup plus sentir en altitude et sur les glaciers, et on le voit visuellement, se font beaucoup plus sentir en altitude. Mais c'est pas parce qu'on a 3 dameuses qui se promènent sur un domaine skiable qu'on pollue et que les domaines skiables polluent. Donc ça, c'est le point de vue des stations, globalement. Et alors, je vais parler un petit peu pour les fournisseurs. Il y a beaucoup de choses qui se font. Effectivement, le premier pollueur sur le domaine skiable, c'est la dameuse.
mais les dameuses ont énormément évolué. C'est-à-dire qu'entre des machines de 2010 et d'aujourd'hui, en 10 ans, on a diminué de 95% les émissions d'oxyde d'azote. C'est pas de 5%, on les a diminuées 95%, c'est-à-dire que les oxydes d'azote, les particules c'est pareil, 95%, parce que maintenant on met de la déblue, on met des filtres à particules, on met un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'un moteur diesel, et moi quand j'entends des débats, on me dit moteur diesel ça pollue, si on parle d'un moteur diesel d'il y a 10 ans ou d'un moteur diesel d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Un moteur diesel aujourd'hui, je vous dis, c'est 5% de ce qu'émettait un moteur en 2010 en termes d'oxyde d'azote, NOx et les particules. CO2, c'est pas là qu'on a pu faire les plus gros progrès, parce que le CO2, évidemment, lui, il est dû avec la température et le réchauffement des moteurs et la combustion. Mais il y a beaucoup de pistes pour lesquelles travailler, donc on ne fait pas rien. Il y a des machines qui vont tourner ou qui commencent à tourner à l'hydrogène, des machines électriques. Nous, on va sortir une machine électrique sur le prochain salon Montagne Planète pour être plus vert. Donc il y a beaucoup de boulot qui a été fait, et pas depuis maintenant. Il y a beaucoup de remontées mécaniques qui gèrent, si vous voulez, le débit, c'est-à-dire que quand il y a moins de monde sur la queue, la remontée mécanique ralentit. Alors ça met un petit peu plus de temps pour arriver en haut, mais ça consomme beaucoup moins d'électricité, donc ils gèrent le débit ou la vitesse de la remontée en fonction de la longueur de la file d'attente. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur tous les domaines. Et encore une fois, je le dis, malheureusement, c'est pas le ski qui lui est une activité impactante, polluante. On l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Ena qui a dit ce serait bien si on remplaçait 3 remontées par une. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une remontée qui se construit, en général, elle en remplace 3. Et puis la neige de culture. Vous savez, quand la neige de culture, c'est de l'air et de l'eau. Il n'y a aucun produit dedans, il n'y a rien qui soit polluant. Il y a une chose qu'on fait également, c'est-à-dire qu'on reverse sur le même bassin versant l'eau qu'on récupère, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de l'eau d'un côté et on la remet sur un autre versant de montagne. J'allais dire d'ailleurs sur les retenues collinaires, qui représentent évidemment des toutes petites surfaces et de toutes petites quantités d'eau. Les retenues collinaires, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas néfastes pour l'environnement, et elles sont plutôt même positives. C'est-à-dire qu'avec les glaciers qui disparaissent, je pousse la comparaison très loin. Je dis, il n'y a plus de neige, il tombe plus de neige, on n'a plus de glaciers. Où est-ce qu'on trouve l'eau ici dans nos régions? C'est-à-dire que la flotte, elle descend, elle file directement dans la Méditerranée ou je ne sais pas trop où. Et c'est vrai qu'on se trouvera avec beaucoup de difficultés, on n'aura plus de réserve d'eau en montagne. Alors, ce n'est pas les retenues collinaires qui vont nous constituer la réserve d'eau, loin de là. Mais on va dire en termes d'équilibre, la retenue collinaire, c'est pas mauvais pour l'environnement en soi. Après, on peut dire j'aime pas parce que ça fait joli, ça fait pas joli, ça dénature ou pas quand elles sont mal faites. Quand on les fait bien, qu'on arrive à les faire avec un certain aspect esthétique, on arrive à les faire. Mais voilà, donc le domaine skiable lui-même, c'est pas lui qui pollue. Et par contre, il subit évidemment les conséquences du réchauffement climatique. Sur la retenue collinaire, je voudrais ajouter 2 choses. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour abreuver les bêtes. Et puis ensuite, on a de plus en plus d'incendies de forêt en montagne. Et les hélicoptères, notamment, qui vont lutter contre ces incendies, il faut qu'ils trouvent de l'eau. On ne peut pas la prendre dans les torrents, c'est très compliqué. Donc, sans retenue collinaire, il y aurait beaucoup plus de feux en montagne, notamment au printemps. Quand les végétaux sont desséchés à la sortie de la saison d'hiver. Moi, j'aimerais savoir si simplement dans les plans des stations, si ça va être toujours dans l'esprit de construire toujours plus, que ce soit des bâtiments ou toujours des remontées. Enfin, alors oui, je sais que vous avez dit qu'en ce moment, dans certains endroits, on a une remontée quand on remplace 2 ou 3. Mais je sais que c'est pas forcément partout le cas, et simplement je vois beaucoup d'endroits où tout le temps on cherche à augmenter la surface habitable de la station, où on cherche toujours à mettre des plans, où est-ce qu'on pourra pouvoir mettre des immeubles, où est-ce qu'on va pouvoir mettre de nouvelles pistes, de nouvelles remontées. Et je voulais savoir s'il allait y avoir un peu pas des lois, mais ou des projets qui allaient vouloir limiter un petit peu cet esprit, quoi. Alors c'est déjà en partie le cas avec les plans d'urbanisme, où on a en fait déjà les classifications des zones naturelles qui ne peuvent pas être impactées par de nouvelles constructions de bâtiments. Si on parle juste là de l'aspect habitation plus que station. Et après, par exemple pour le domaine de Champs-Rousse, il y avait eu à une époque, avant que j'arrive moi sur le secteur, un gros débat avec justement l'extension du domaine dans une partie de montagne assez sauvage, les Vents. Et suite à ça, il y avait des grosses manifestations. Enfin, beaucoup de monde s'était élevé contre le projet. Mais en fait, si on regarde juste économiquement parlant, ce n'était pas viable.
Donc que ce soit les élus ou les remontées mécaniques sont vraiment revenus sur le projet. Et à l'heure actuelle, donc pareil, je ne peux pas parler au nom de toutes les stations, mais nous, dans notre cas, c'est l'existant qui doit être amélioré, et notamment en termes de remontée mécanique pour accélérer les débits, faciliter les flux, mais il n'y a pas d'extension de prévu. S'il y a des nouvelles créations de pistes, c'est plutôt déjà sur le domaine aménagé pour gérer les flux différemment et du coup faire des liaisons entre pistes. Voilà. Et en termes de village, c'est vraiment le plan d'urbanisme qui est quand même relativement bien adapté, on va dire, au territoire de montagne, qui est aussi soumis au regard des services de l'État, environnementaux, etc. Et donc qui fait qu'on ne peut plus à l'heure actuelle faire ce qu'on veut, même en montagne, en termes de construction. Et la gestion des risques est tellement compliquée et va encore le devenir avec le réchauffement climatique, avec que ça soit les éboulements, la déstabilisation des sols, etc., que là-dessus, ils prennent quand même énormément de précautions. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans toutes les autres stations. Si vous pouvez lever la main quand vous posez la question, comme ça on arrive à vous localiser. Bonsoir, Pascal Papé-Lépine, président délégué du syndicat national des accompagnateurs en montagne, adhérent de Montaner également. Pour rebondir un petit peu sur les formations des accompagnateurs en montagne ou des ski ou guides, tous les diplômes d'État à l'option alpinisme, évidemment qu'on pense lors des formations avec l'ENSA ou le Centre national du ski nordique, des futurs de la formation avec des qualifications, des réécritures de diplômes d'État qui sont en cours là. On est en train de travailler dessus et les qualifications dans les formations évoluent en fonction également aussi des demandes. Ne vous inquiétez pas, on s'adapte. Et puis vous allez voir, vous êtes jeune, vous êtes en formation, hein, comme disaient nos collègues pyrénéens, quand vous allez travailler en montagne, eh ben, on fait plusieurs métiers. Je soutiens Mademoiselle derrière. Berger est un très très beau métier. J'ai fait berger, j'ai fait bûcheron, j'ai fait de l'exploitation forestière. Vous allez voir que dans la montagne, on a plein de métiers. C'est passionnant. On a un métier de passion, on transmet nos connaissances, tout ça. C'est très riche. Et les stations de ski de demain, moi je viens pas très loin de la station des Sept-Lots, là, entre Grenoble-des-Chambéry, qui vous connaissez certainement peut-être. On a des programmes plus ou moins sur toutes les stations, hein, des Alpes ou les Pyrénées, ou même sur les comités massifs, sur la montagne de demain, et on parle de l'horizon 2050 pour l'instant. Effectivement, on est sensible à l'environnement où il y a on parle beaucoup d'ascenseurs valléens. Champs-Rousse est encore plus proche de Grenoble que nous, avec peut-être, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais en 2050, on pourra peut-être plus payer nos voitures. Le prix du gasoil sera peut-être à 10 € ou je ne sais quoi, peu importe. Avec le réchauffement des températures aussi, l'habitat permanent dans nos stations qui compte beaucoup de lits froids, on vient de parler de logements, sera peut-être plus probant. On s'est rendu compte là, lors des 2 années précédentes avec la Covid que le télétravail se développe de plus en plus et pourquoi pas ne vivre à l'année dans une station quelle qu'elle soit et pouvoir travailler en télétravail. Donc ça, c'est toutes des questions qui sont posées actuellement et on s'adapte bien évidemment à l'environnement, sur de l'éducation. Alors, lors de notre dernière réunion en Montaner, on parlait de nouvelles clientèles. Moi, j'aime pas parler de nouveaux clients depuis les 2 ans qu'on vient de vivre. On a une clientèle, il faut que l'on s'adapte à l'accueillir. Et effectivement, on se rend compte que le cas de Champs-Rousse vient de l'évoquer, hein, quand on est sur des gros bassins comme Grenoble, où on a beaucoup une nouvelle population qui arrive en montagne, qui ne sont pas forcément des montagnards, qui ne sont pas forcément des sportifs, suite au confinement qui venaient un petit peu se mettre au vert, se mettre au frais, nous, pour la région grenobloise, qui est assez caniculaire l'été. Et après, on tend la main à ces populations pour les accueillir en montagne. Et ce qui est bien, c'est de passer par un minimum d'éducation à l'environnement, parce qu'on est sur des territoires fragiles, même s'ils ne sont pas classés dans un parc naturel régional, national, ou ENS ou autre. Et donc, pour accueillir ce public, il faut le former. Et là, notre rôle de guide, d'accompagnateur ou de moniteur l'hiver, hein, est de les informer. Et effectivement, comme il a été dit, on parle beaucoup. Alors, nous, les accompagnateurs en montagne,
on a été très sollicités les 2 dernières années précédentes parce qu'on se rend compte qu'avec ou sans neige, et avec ou sans remontée mécanique, on arrive tout le temps à travailler, à proposer des choses qui sont facilement et vite mises en place. Mais la montagne 4 saisons, elle n'est encore pas pour demain, le 26 novembre. Et effectivement, là, on est encore bien dans tout ski quand même. C'est le plus gros bassin, c'est sûr que ce sont les skieurs alpins et les remontées mécaniques. Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur la question des habitants. On parle beaucoup de la montagne comme un espace attractif depuis tout à l'heure, avec tout ce qu'elle offre, et notamment on parle beaucoup du ski. Moi, je suis née à Arèche-Beaufort et pour l'instant, c'est où je me vois dans les prochaines années. Et il y a quelque chose qui me gêne profondément dans la façon dont on envisage le futur, c'est qu'on se dit que les montagnes sont uniques. Enfin, c'est pas ce qu'on se dit, mais on les voit beaucoup comme des bulles récréatives. Pour moi, c'est pas souhaitable de poursuivre toujours sur cette logique. Enfin, on voit que certaines stations hors saison, elles sont complètement mortes. Il n'y a personne qui se balade dans les rues. Enfin, il se passe rien du tout. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est souhaitable. Et du coup, je pense que c'est aussi quelque chose, un équilibre qui est à trouver sur ces questions-là, et d'impliquer les habitants aussi dans ces questions. Je parle d'Arèche parce que c'est ce que je connais. On a la chance ou la force d'être un village qui est habité à l'année et qui vit aussi grâce à l'agriculture et à la production du Beaufort. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment important d'impliquer les habitants. Et on parlait de télétravail ou de choses comme ça, de pouvoir par exemple vivre en montagne et travailler pour une boîte qui serait dans une grande ville. De mon avis personnel, c'est pas non plus quelque chose qui serait forcément souhaitable parce que, il faut un ancrage, je pense, et une implication dans le territoire pour aussi pouvoir le faire vivre et évoluer, et pas uniquement de se dire j'habite en montagne, je profite du cadre de vie, etc. Mais je sors pas de chez moi parce que je télétravaille toute la journée et je suis pas impliquée réellement dans mon territoire. Pour moi, il y a vraiment aussi une réappropriation à se faire par les habitants. Voilà. Mais du coup, cette réappropriation, elle passe vraiment par le fait qu'il faut trouver quand même un emploi pour vivre à l'année sur ces territoires. Et nous, il y a quand même beaucoup d'habitants qui sont saisonniers. Alors je pense que c'est pas que le cas à Champs-Rousse, c'est le cas dans beaucoup de villages. Et ces gens-là sont très très impliqués dans leur village. Et pourtant, Champs-Rousse, on peut difficilement parler de village puisque c'est la commune la plus jeune de France. Elle a été créée en 89. Et on n'a pas un cœur de village avec une église et toutes les petites rues autour, les commerces, etc. C'est très éclaté. Du coup, c'est vrai qu'on a besoin en fait que les habitants se réapproprient le territoire et puissent vivre, mais qu'il y ait des vrais liens en fait entre les touristes, donc les gens qui viennent, que ça soit la saison d'hiver, d'été ou même en intersaison, pourquoi pas, mais qu'il y ait ce lien en fait véritable avec le territoire et les habitants. Et ça, je pense que c'est vraiment une problématique que les élus ont en tête parce que ça va de la survie en même temps du village également. Mais il ne faut pas scinder les deux. À mon avis, il faut vraiment quand même garder les deux choses, les deux sujets, que ce soit les touristes et les habitants, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, là-dessus, je vous rejoins totalement. Je pense qu'il y a vraiment le tourisme fait vivre aussi nos villages, donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Là, je vous rejoins totalement. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que c'est important que les habitants soient impliqués dans ce type de processus aussi, de changement à venir, etc. Non, mais les gens qui télétravaillent, c'est pas que des autistes. Hein. C'est parce que les gens qui sortent de chez eux, ils participent à la vie locale, ils vont faire leurs courses, ils ont des clubs, ils s'impliquent dans la vie locale. C'est ce que Sophie disait un peu à Champs-Rousse. C'est que les gens qui sont venus habiter à Champs-Rousse, ils sont tous impliqués. C'est pas parce que vous travaillez pas dans la remontée mécanique ou vous n'êtes pas le berger du coin, vous pouvez travailler pour une société qui est loin et aux États-Unis et être quand même très actif sur votre territoire. Hein. Alors, je remercie cette demoiselle d'avoir mis ce point-là au centre un petit peu de la discussion pendant quelques instants, parce que c'est quand même le sujet fondamental, c'est de garder une construction des métiers sur nos territoires qui soit équilibrée. Et autant à une époque, c'était l'agriculture, on va dire, et l'élevage, et assez peu de choses autour. Il y avait l'hydroélectricité depuis les années 20, etc., bien sûr, mais on ne parlait pas trop de tourisme à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est dans un effet de balancier où
construit tout autour des loisirs, donc, allez, disons-le, de la consommation de la montagne, plus que du métier passion qui va permettre de la faire vivre. Mais moi, je veux dire ici une chose. Alors, bien entendu, on n'est pas avec des étudiants de l'école d'agriculture, etc. Donc, on a un public, et c'est normal que vous ayez répondu assez largement aux questions posées tout à l'heure de accompagnateurs en montagne, pisteurs ou moniteurs de ski. Mais sachez quand même que c'est le métier de l'agriculture et de la transhumance et l'amener des animaux là-haut qui font la première, quasi-lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi ? Les raisons en sont très simples, parce que si on a des bûcherons dans nos montagnes et qu'on a des agriculteurs, parce qu'on n'a jamais trouvé mieux que des troupeaux et la dent de ces troupeaux pour entretenir la montagne, stabiliser les sols, stabiliser les avalanches, enfin les risques d'avalanche. Didier le disait tout à l'heure, et sinon il faudrait que j'y aille avec mon rotophile, ce qui n'est pas pensable. Moi, chez moi, on ne va pas remplacer les 80 000 brebis qui vont en estive, les 25 000 vaches, 3 500 juments, 2 500 chèvres et 3 000 ruches. Parce qu'il faut penser aux abeilles aussi qui transhument. Et tout ça, ça fait produire et ça fait vivre des gens à l'année. Et ça, il faut penser à ça. Alors, les élus qui sont souvent en charge du territoire sont un peu embêtés parce que aujourd'hui, c'est plus facile d'inciter les gens à faire du tourisme et de l'accompagnement en montagne ou de l'environnement, etc., que de dire sois producteur, mon fils. Voilà, alors quand on est issu du Beaufort, du Roblochon, de la Ossau-Iraty ou de l'Ossau, pardon, Franck, excusez-moi, mais au moins de ces produits nobles, etc., on a une certaine fierté, etc., et on sait que ça se vend bien, que ça a une certaine noblesse. On a oublié quand même qu'il y avait une noblesse dans ces métiers, ça revient. Et c'est ce que disait mon ami Christophe tout à l'heure, c'est que en ayant investi, on a permis aux familles de se reconstituer en montagne et de passer du pastoralisme des hommes sacrifiés au pastoralisme en famille, ce qui change complètement la vue des choses. Et si on amène les enfants en montagne, ça peut leur donner envie demain d'être eux-mêmes des éleveurs. Mais c'est tout ça qui va faire un équilibre et un engagement. Et moi, je crois que l'engagement aujourd'hui, on peut le réfléchir pour lutter contre le changement climatique en disant il faut de l'argent pour faire quelque chose en plus. Moi, je dis non, il faut de l'engagement des montagnards pour y aller. C'est pour ça que je parlais d'amour tout à l'heure et que j'ai voulu avoir ce petit côté, allez, on va dire un peu provocateur, pour dire, bon, quand on est jeune, on a envie, on a des envies. Si on l'aime, cette montagne, il faut s'engager. Et je termine. Si on coupe du bois, si on coupe l'herbe, elle repousse. Tout ça repousse. Et en repoussant, le piège à carbone est top. Il n'y a pas mieux que du pâturage, plus que la forêt encore, pour faire de la capture de carbone. Donc, il y a quand même des choses qu'il va falloir qu'on intègre un petit peu et qu'on sorte un peu des modes, qu'on dépoussière un peu ça. Je disais, de temps en temps, il faut ouvrir la fenêtre au nord et la fenêtre au sud. Comme ça, il y a un grand courant d'air qui passe dans la pièce et ça rafraîchit un peu, ça fait du bien. Donc voilà, je vous soumets ça à réflexion parce que voilà, c'est la réflexion que j'avais envie de partager aujourd'hui, sur le moment. Bonsoir. Du coup, nous, on est toute la rangée ici. On est une promotion en tourisme. On fait du management de destinations touristiques. Et du coup, on aimerait avoir un petit peu votre vision du tourisme parce qu'on a beaucoup parlé de vivre en montagne, des métiers, des personnes qui vivent et qui habitent à l'année. Nous, pour le coup, on envoie des personnes qui, je pense qu'on est nombreux, ça nous parle. On n'a pas forcément les codes de la montagne parce qu'on est venu étudier ici pour la formation, mais on est beaucoup à pas du tout en fait connaître ou être pratiquant. Et donc, quels conseils vous pourriez nous donner ? Comment vous, est-ce que vous accueillez justement les touristes ? Vous parliez d'éduquer ces personnes-là qui ne connaissent pas la montagne. Comment est-ce qu'on fait en fait ?
Alors, si on parle par exemple de jeunes étudiantes qui vont travailler après dans le milieu du tourisme et tout, je ne sais pas du tout ce qui existe à l'échelle des formations pour, on va dire, vous sensibiliser sur les questions environnementales, parce que ça soit en montagne ou au niveau de la mer, il y a aussi des problématiques environnementales sur ces autres habitats. On intervient des fois. Notamment sur... alors, je ne sais pas l'intitulé de votre formation, mais on intervient sur le BTS de Thônes, qui est lié au tourisme. Et une des manières de sensibiliser du coup les étudiants et les étudiantes, c'est un petit format à la journée ou un peu format éduc-tour où on va au sein d'une destination à Flocon Vert en l'occurrence pour aller à la rencontre du maire ou de la maire, des élus qui portent le projet, des différentes parties prenantes pour se rendre compte de concrètement sur le terrain comment ça se passe. Ouais, ça c'est une bonne idée. Après, je suppose que ça dépend aussi des formations, s'il y a les moyens de pouvoir faire un déplacement sur site ou pas. Je pense que le plus intéressant, c'est de pouvoir en fait aller avec la classe et l'accompagnant, un prof, sur place et rencontrer les différents acteurs du territoire et notamment ceux qui vont s'occuper des dossiers plutôt environnement et développement durable pour savoir ce qui peut être mis en place, quelles sont les problématiques sur le terrain, les écueils à éviter quand on envoie des gens sur tel secteur, etc. Je pense que c'est la pratique. Et du coup, si la formation a la possibilité d'aller sur le terrain, je pense que c'est le mieux. Après, sinon, c'est faire appel à des structures comme Mountain Rider pour avoir sinon une formation d'une journée à l'école sur ces thématiques-là. Je crois qu'il est aussi important de prendre en compte que vous pouvez faire de l'alternance. L'alternance, ça vous permet quand même de toucher du doigt les métiers. Ça rallonge un petit peu les études, mais très clairement, vous êtes au contact de professionnels et vous découvrez vraiment les métiers. Alors je vais reposer une autre partie de ma question, c'était plutôt comment est-ce qu'on accueille les touristes par exemple. Oui. Ouais. Vous, au niveau des stations, qu'est-ce que vous mettez en place pour sensibiliser une fois sur place, pour les éduquer, pour justement changer leur comportement qui parfois peuvent être problématiques, mais sans forcément en avoir conscience à la base? Si vous permettez, juste 2 secondes, parce que cette question m'interpelle beaucoup. On a été surpris de voir que dans la période Covid où les stations étaient fermées, il y a des gens qui sont quand même venus. Et venant, ce qui les intéressait beaucoup, c'est comment vivait le territoire. C'est-à-dire quand on arrivait, parce qu'ils étaient distraits du ski ou de l'activité habituelle, etc., ils sont venus, et voilà. Et alors, on parle beaucoup d'éducation, mais c'est tout simplement de l'information dont ils ont besoin. Donc, les acteurs du tourisme que vous serez, pensez à ça. Imprégnez-vous de comment vit votre territoire, comment sont les gens, et les gens qui sont dans le territoire, je vous promets, ils ont envie de parler de ce qu'ils font. Et le film de Franck a cette force aussi, c'est qu'il le dit. On a envie de partager, on a envie de dire. Et cette force du film de Franck, c'est qu'il lie cette activité très périlleuse du ski acrobatique presque. Enfin, je sais pas de l'acrobatique, mais c'est du freeride, c'est de la haute performance avec la vie du territoire, l'hydroélectricité, l'élevage, le parc national avec sa fonction de protection, etc. etc. Et c'est le thème. Et le thème, c'est de l'information, c'est éducation. C'est pas terrible comme mot, parce que j'aimerais pas, moi, qu'on m'éduque. Mais si on m'informe, j'accepte, au contraire. Ça me fait plaisir. Vous voyez ? Il y a une notion de plaisir derrière qu'il faut trouver. Donc je pense oui que la curiosité personnelle, c'est la meilleure chose, c'est d'aller de vous-même rencontrer les gens et les acteurs. Après, sinon, nous, on met en place quand même une formation, notamment en début d'été pour les saisonniers, où on va justement parler de toutes les problématiques du territoire propre à Champs-Rousses. Je pense que ça doit être le cas sur d'autres stations. Et où expliquer en fait au personnel d'accueil ou touristique qui vient soit en saison, soit qui vient pour un CDD ou un CDI à l'année, vraiment les problématiques du territoire. C'est mis en place. Après, on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'environnement sur la commune. Je suppose que tous les territoires n'ont pas cette chance. Et on a aussi un autre outil, c'est la Maison du patrimoine et de l'environnement, qui est une petite salle d'accueil où justement on fait aussi des expositions et des animations sur ces sujets-là. Et on arrive justement à toucher le grand public à travers ces choses et à les sensibiliser et les éduquer, entre guillemets.
Bonsoir, moi c'est Xavier Trouba, je m'occupe de la Frisky Academy. C'est une structure qui vise à la formation des futurs champions en freeride et en freestyle, et du coup des futurs professionnels de nos stations aussi. Et je voudrais dire qu'il faut quand même pas oublier que le ski c'est fun, que c'est pour ça que les gens viennent à la montagne, et qu'on peut quand même aussi remercier les premiers dans les années 70, enfin si on parle de la Haute-Tarentaise comme Godino, Ozar, qui ont importé des téléskis, qui ont apporté toute cette population urbaine dans nos montagnes. Et Nac Gavaggio, qui est présent ici, fait partie de la Frisky Academy aussi. Et nous, on a ça dans notre cœur, et tous les habitants de la montagne, on a toujours vécu en montagne, en station, on est amoureux de la montagne. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de ski. On est amoureux de la montagne, on y vit, on fait du ski, et on le montre aux gens pour que les gens aient envie de venir, les clients, les usagers, aient envie de venir. Et effectivement, je crois que la montagne a un très très bel avenir en étant créatif, parce que la montagne a un centre d'intérêt pour l'air qu'on y respire, et pour la joie qu'on y vit. On a des souvenirs de Noël en famille, des vacances de février. Il y a des gens, ça leur reste toute leur vie, parce que c'est un sport qu'on peut vraiment faire en famille. Il y a plein d'autres sports qui sont plus disparates, élitistes, si on fait du vélo, machin, il y a un dernier, un premier. Le ski, on a vraiment des beaux souvenirs de famille de ça. Et le freeride, le freestyle, on vit de l'image, des sponsors, des partenaires. Et donc, les stations en ont besoin pour communiquer cette image de liberté, de fun, etc. Donc, continuer à l'utiliser, à en profiter. On vit sur la Terre. En faisant les bons choix, effectivement, pour que ça dure le plus longtemps possible et qu'on s'y fasse plaisir. Mais faut bien se rendre compte que c'est une vraie chance de vivre ici, et qu'il y ait 2-3 intelligents ou qui ont été un peu plus éclairés, qui ont amené les remontées, etc. Je pense qu'il y a un bel avenir en étant créatif et en étant accueillant. Voilà, accueillant au niveau des touristes, et de les accueillir dans le domaine où vous allez travailler, vous allez vous spécialiser. L'accueil, le sourire, etc. Eh ben, ils vivront une expérience, ils auront envie de revenir, et c'est ça qui nous fait tous vivre ici. Ça fait vivre des milliers, des millions de personnes, et c'est un secteur qui est quand même concurrentiel, hein. Il y a des endroits où ils n'ont pas de montagne, ils n'ont pas de neige, c'est moins marrant. Nous, on a les deux, on habite dans les Alpes, on peut en être très très fiers, et bon, les Pyrénées, c'est très beau aussi, c'est super. Mais voilà, c'est une vraie chance, donc saisissez cette opportunité, trouvez votre chemin, faites-le comme ça vous plaît, vous le ferez bien. Mais en tout cas, voilà, on a un vrai challenge, la créativité, l'accueil, continuer à utiliser différemment, les temps changent, on change avec. Et voilà, je trouve que c'est positif de se dire qu'il y a un bel avenir en montagne. Je crois qu'on a encore une question au centre de la salle. Je voulais revenir sur le point des mobilités. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça représente une énorme part dans l'émission de carbone. Et je voulais savoir comment l'offre, elle va s'adapter, elle va évoluer pour être plus durable, justement. Donc aujourd'hui, ça fait partie d'un des 3 volets du plan Avenir Montagne que le gouvernement a mis en place, c'est tout ce qui est ascenseur valéen et accès aux stations. Donc alors le problème, ce sont des sujets ou des projets qui représentent un coût relativement important, et l'idée c'est d'arriver à trouver quel est le schéma et le schéma économique qui permet de justifier, ou en tout cas de rentabiliser entre guillemets ces investissements. Donc le premier sur la liste, c'est Flaine, qui devrait voir le jour d'ici 2-3 ans, puisque les autorisations ont été données et les financements ont été trouvés. Donc c'est un projet qui va de Maglan, en bas de la vallée, qui monte jusqu'à Flaine. Flaine, c'est une route qui est très longue. Donc il y a d'autres projets qui devraient suivre, et en tout cas dans les cartons, il y en a pas mal, dont évidemment Champs-Rousse. Voilà, tout le problème, c'est de trouver le juste milieu en termes économiques, parce que évidemment quand vous prenez votre voiture, ça coûte à personne sauf à vous, le carburant. Quand vous mettez en place une remontée mécanique, il faut être sûr que les gens vont monter, vont l'utiliser, vont accepter le prix du ticket, etc. Donc, mais le plan Avenir Montagne est fait pour ça.
et sachant que c'est des vrais problèmes d'urbanisme aussi, hein. C'est-à-dire qu'on fait une remontée, en bas il faut des parkings, il faut des infrastructures, c'est pas juste une remontée comme on la met en montagne avec juste une petite gare de départ, une gare d'arrivée, ça suppose un certain nombre d'investissements autour, donc c'est assez complexe, mais c'est bien pour ça que c'est aidé par le gouvernement pour que ça puisse se développer plus facilement. Mais aujourd'hui c'est la seule piste qui existe pour réduire le flux d'automobiles vers les stations. Merci Didier, ça va être l'heure de conclure. Enac, ce soir, on a une soirée. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, si vous êtes là ce soir à 8h, il y a... Alors, il y a un petit before, c'est-à-dire une petite bière de bienvenue. Bon, je vous propose de revenir à 8h pour les 8 ans de Rancho. La Rancho, c'est un modèle de 82 qui tourne à l'essence, qui pollue bien, donc on est bien dans le thème de la soirée. Et bravo. Et voilà, si vous êtes là. Ceci étant, un vieux véhicule pollue moins qu'un véhicule récent. Donc on n'est pas trop mal. Non mais voilà, rendez-vous ce soir à 8h pour ceux qui veulent. Une rétro sur 8 années de ski, de glisse et de fun. Voilà. Alors je crois qu'on a une dernière question, mais c'est la dernière qu'on prendra parce qu'on est contraint. Du coup, là, moi, je viens d'un BTS en gestion protection de la nature et aujourd'hui, je suis en licence professionnelle pour travailler dans le tourisme de la montagne. Mon objectif, moi, c'est l'accompagnateur. Et je voudrais revenir sur certains points que vous avez abordés. Par exemple, donc, on parlait d'investissement en montagne et on disait pourquoi pas revenir vers des stations avec, au lieu de 3 télésièges, à 1 et plutôt diversifier les activités. Là, pour le moment, de ce que j'entends et dans le plan du gouvernement, c'est complètement l'inverse. On veut remettre des télésièges. Aujourd'hui, je viens du Jura, j'habite donc en moyenne montagne. On investit dans une nouvelle station de la Suisse, pareil avec des nouveaux télésièges et des zones où les scientifiques sont certains qu'on aura beaucoup moins de neige dans les années à venir. Deuxièmement, je voulais revenir juste sur le bilan carbone d'une station de ski. Je pense que c'est pas le sujet principal. On ne dit pas que les dameuses elles polluent et que c'est surtout ça le problème. C'est oui, surtout le trafic et oui, les stations de ski elles polluent peut-être moins que le trafic routier, mais c'est pas le débat. C'est un peu, c'est pas ma faute, c'est l'autre, je trouve. Maintenant, aujourd'hui, je pense que chacun doit regarder sur son paillasson et du coup. Oui, on a des dameuses qui polluent moins, on essaye de faire des efforts, mais quand même garder du coup cette diminution et cette diversité des stations qui s'intensifient. Et pour terminer, j'ai entendu les retenues collinaires ne polluent pas et donc ne sont pas négatives pour l'environnement. Aujourd'hui, on a vu dernièrement avec la retenue collinaire de la FECLA qu'il y a quand même eu un soulèvement qui a été assez important, avec une enquête publique qui a été très largement négative à ce projet et qui n'a pas été écoutée au final. De la Clusa, pas la FECLA, la Clusa. Les deux. Du coup, voilà, j'allais y venir sur la Clusa. Mais la FECLA qui est quand même en train d'être faite, avec des arguments qui sont pour moi pas fondés. Une enquête, une étude d'environnement qui est même pas publique, donc on peut même pas savoir quels sont concrètement les enjeux environnementaux. Donc voilà, toutes ces questions-là, personne n'y répond, on ne nous informe pas concrètement de ce qui se passe. Et les politiques environnementales, elles subventionnent toujours ces projets qui sont dans le développement des stations et dans un système économique intensifié. Et donc je pense qu'il faut revenir à ça. Et pour terminer, ma deuxième vision des stations de ski, c'est pourquoi pas, on a des espaces naturels, donc on parlait de développer pardon, j'ai perdu le terme. Les éco-gardes, donc faire de la sensibilisation sur nos territoires naturels pour pouvoir amener les connaissances et la pertinence de l'environnement montagnard à tout le public qui vient et qui vient profiter des magnifiques vues. Et sauf qu'actuellement, je trouve que les politiques actuelles, il me semble que quand on a scindé l'ONCFS avec l'ONEMA et puis en tant que OFB, c'est pas des créations de postes qui ont été faites, donc c'est pas cette politique-là qui est faite actuellement. Voilà, c'était un bilan un peu global, je sais pas. Je vais juste répondre et corriger.
il n'y a pas du tout d'encouragement au développement des stations. Il n'y a pas un rond de l'État qui vient dans le plan Avenir Montagne pour les domaines skiables. Donc il n'y a rien du tout sur les remontées mécaniques. À chaque fois qu'il y a des projets, c'est des investissements financés localement par des privés ou des choses comme ça, quand il y en a. Et derrière, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, tout est extrêmement encadré, quel que soit avec des UTN. Il y a des procédures complètes pour autoriser ou pas. Alors vous trouvez ou pas qu'elles sont justifiées ou... voilà, il y a des études, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, et puis en fin de compte, il y a une autorité publique qui décide. Mais il n'y a pas d'argent du tout donné sur les domaines skiables dans le plan Avenir Montagne de l'État. L'ascenseur Valéen, c'est vraiment pour du transport de population, hein, pas sur le domaine skiable du tout. Merci. Pardon. Moi, je voulais juste revenir, du coup, je suis pas acteur, j'ai pas d'instation de ski, pas de rôle véritable. Comme dit Xav, nous on est avant tout des skieurs, on aime la montagne, on a tous nos souvenirs de notre vie là-dedans, on les a partagés avec beaucoup de monde parce que le partage c'est quand même essentiel. Mais j'entends parler de politique, de développement, d'idées générales, et j'en parlais rapidement, je l'évoquais dans ce qu'on a tourné cet hiver. On ne peut pas penser universellement dans le développement de la montagne d'une station sur des principes généraux. Il y a toujours un contexte particulier, un relief des problématiques, et c'est quelque chose qui doit arriver à se gérer sur le plan local, avec les élus certes, mais avec les artisans, comme on disait, les bergers quand il y en a encore. C'est difficile toujours de trouver des consensus, alors ça sera toujours que des concessions, ça sera toujours... il y aura toujours des personnes dans les assemblées qui seront... pas d'accord. Le but, à mon avis, tout est de toute façon déséquilibré. Et le but, c'est peut-être d'essayer de trouver le meilleur équilibre dans ce déséquilibre et d'essayer de garder comme fil conducteur cette amélioration de tout ce qu'on peut provoquer, de tout ce qu'on peut susciter en termes de détérioration de l'environnement ou tout ce qu'on veut. De toute façon, on vit. À partir du moment où on est vivant, on participe au changement climatique, ou alors sinon on n'a pas de voiture, on reste chez nous et puis on se fait nos petits jardins et on sort plus jamais, on fait plus rien. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ça me paraît hyper difficile de tout concilier, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de déjà individuellement de peser le minimum possible sur tout cet impact qu'on peut avoir, mais surtout, il faut qu'on continue à vivre ensemble, il faut qu'on continue à vivre tout court, parce que si jamais on montre du doigt une activité parce qu'elle est polluante, on montre du doigt toutes les activités et on ne fait plus rien. Franck, merci. Ça sera peut-être le mot de la conclusion. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci pour la qualité des échanges. Merci aux différents intervenants. La montagne, ça sera la vôtre. Donc c'est vous qui allez devoir la prendre en main de par vos métiers, de par vos vocations, votre volonté de travailler en montagne. Bonne soirée à tous.